Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va parler beaucoup d'Unibail-Rodamco, mais situez-nous, si vous voulez bien. Dites-nous encore quelques chiffres, en fait, pour situer l'importance de cette société, leader européenne quand même de l'immobilier commercial, présent dans 11 pays. Quelques chiffres clés. Donc Unibail-Rodamco est un groupe effectivement franco-hollandais qui est né en 2007 de la fusion entre Unibail, qui était franco-français à l'époque, et Rodamco, qui était hollando-européen. Et le groupe aujourd'hui gère 42,5 milliards d'actifs, gère et possède 42,5 milliards d'actifs, est présent dans 10 pays européens, d'Europe continentale, dans 3 métiers. Le métier des centres commerciaux, nous opérons environ 70 centres commerciaux en Europe, les bureaux, essentiellement Paris, la Défense, et puis un troisième métier qui a un rapport à voir d'ailleurs avec ce lieu, puisque nous sommes en collaboration, et à 50-50 avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, les opérateurs de la plupart des grands sites de congrès expo de Paris et de sa région, Porte de Versailles, Villepinte, etc. Alors, Unibail-Rodamco est une boîte qui est connue des professionnels, beaucoup moins du grand public. On est une boîte B2B. Mais donc pour le grand public, eh bien, nous sommes les propriétaires du Forum des Halles, des Quatre Temps à la Défense, de Rosny 2, Vélizy 2, Parly 2, La Part-Dieu à Lyon pour les Lyonnais, etc., etc. Et puis les équivalents dans des pays européens. Voilà. Alors, une question clé, nous sommes ici, bien sûr, aux Assises européennes de la gestion. Qui sont vos actionnaires? Vous. Nous avons une particularité, c'est que nous n'avons pas d'actionnaire de référence. Le capital d'Unibail-Rodamco est 100% flottant. Donc notre actionnariat varie, est assez diversifié d'ailleurs et représentatif, je crois, de l'ensemble de l'actionnariat mondial, puisque le principal pays d'actionnariat, c'est les États-Unis. 25% de nos actionnaires sont américains. L'Angleterre, c'est le deuxième, avec 14 ou 15%, ça varie en fonction des périodes. La Hollande, qui traditionnellement était évidemment un gros investisseur, reste gros investisseurs, c'est environ 12%, et les Français représentent un petit 11%. Voilà. Et puis il y a 3% d'actionnaires individuels, donc très peu, dont à peu près 1% qui est dans le management et les collaborateurs, puisque nous avons des plans d'incentive pour nos collaborateurs qui sont évidemment très importants. Voilà. Donc un actionnariat très diversifié. On a pour coutume de dire, et notamment quand on va voir les maires ou les membres du gouvernement avec qui on peut avoir des discussions, qu'on est un outil assez incroyable, puisqu'on a 90% grosso modo d'actionnaires étrangers qui viennent investir l'argent en France, puisque notre activité est un peu plus de 50% encore en France. Voilà. Donc on est un outil important pour le développement du pays. Alors, votre société a été parmi les pionniers en matière de RSE. Vous figurez dans tous les grands indices et ISR et vous avez même obtenu le label Green Star qui vient du Global Real Estate Sustainability Benchmark. Si vous ne connaissez pas, en fait, cet organisme, c'est un organisme international indépendant spécialisé dans l'évaluation des performances durables de portefeuilles immobiliers. Alors, comment avez-vous fait pour obtenir ce label et est-ce que ça apporte une garantie à Unibail en quelque sorte? Alors, on a commencé il y a à peu près une dizaine d'années à se lancer résolument dans toutes ces notions de ESG, CSA, enfin il y a plein de terminologies différentes pour dire un peu pas la même chose. Et donc on a lancé un plan qui visait essentiellement le scope 1 et un petit peu le scope 2 de nos consommations, de nos actifs, donc essentiellement les consommations d'énergie. Et on a mis en place d'abord des outils de mesure, puis des outils d'amélioration de nos consommations et des résultats assez spectaculaires, puisqu'entre 2006 et 2012, on a réduit de 58% la consommation de nos actifs par visiteur. Évidemment, plus on a de visiteurs, plus ça consomme, mais donc on a des indicateurs qui sont par visiteur ou par mètre carré. Donc une très forte réduction qui est passée par l'implication des opérationnels sur le terrain. Et tout ça nous a valu effectivement d'être parmi les mieux notés ou les mieux notés dans l'industrie immobilière, en tout cas dans l'industrie immobilière européenne, avec aussi un processus de certification environnementale de nos actifs, soit de nos actifs en exploitation, soit de nos actifs en développement. J'ai oublié de dire qu'on n'était pas un rentier, nous, on est une entreprise industrielle qui construisons, qui opérons des mètres carrés, et on a 8 milliards d'euros de portefeuille de développement, soit des nouveaux centres commerciaux, soit des extensions de centres commerciaux existants, soit des nouveaux bâtiments de bureaux. On est en train de construire à la Défense, par exemple, la tour Trinity, derrière le CNIT, qui accueillera peut-être des hordes de banquiers qui quitteront la City, on verra. Mais en tout cas, on investit pour l'avenir. Et cet investissement doit se faire de façon responsable. Et donc, les mesures, on utilise différents outils de mesure, mais essentiellement la certification BREEAM,
pour la mesure de nos actifs, et on a des très bonnes dotations, puisque on a la plupart de nos actifs maintenant de commerce qui sont certifiés, et 96% d'entre eux ont une certification BREEAM excellente ou mieux. Donc voilà, on aime bien battre les records au fur et à mesure, etc. Mais on s'est dit l'année dernière, ou l'année d'avant d'ailleurs, que ça ne suffisait pas complètement. Mais on va y revenir. Donc justement, donc l'année dernière, après bien sûr l'accord de Paris sur le climat, justement, vous avez lancé un nouveau programme qui s'appelle Better Places 2030. Alors, entre autres, il y a beaucoup d'objectifs, mais entre autres, de réduire de 50% votre empreinte carbone. Parlez-nous d'abord du pourquoi de ce programme et puis les 4 piliers qui sont dans ce programme. Alors, le pourquoi, c'est quand on est le meilleur élève de la classe, on a toujours envie de s'améliorer encore et de s'assurer qu'on le reste. Bon. Deuxièmement, on a eu la joie, la chance, la responsabilité d'accueillir la COP21 dans un de nos actifs, c'est-à-dire le Bourget. Et donc j'ai visité avant la COP21 toutes les installations d'abord pour admirer cette organisation incroyable et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et au cours des discussions, je me suis dit que finalement, la responsabilité sociale et environnementale chez nous concernait trop peu de gens. Ça concernait les spécialistes sur le terrain, mais au jour le jour, on n'en parlait pas beaucoup. On avait bien des comités de développement durable, mais ce n'était pas quelque chose qui impliquait l'ensemble de la société. Et puis le deuxième point, c'est que tous les programmes du secteur immobilier concernaient essentiellement, encore une fois, les scopes 1 et 2, c'est-à-dire votre consommation directe ou la consommation indirecte, par exemple l'électricité, mais pas le scope 3, qui est le scope de vos parties prenantes. Et pour un centre commercial, ça inclut ce scope 3, la construction, les consommations de vos enseignes, c'est-à-dire de 90% de la consommation d'un centre finalement, et puis la consommation des visiteurs venant voir vos centres commerciaux et venant découvrir ces mêmes enseignes. Donc tout un pan entier de l'empreinte carbone du groupe n'était pas pris en compte et n'était pas pris en compte au niveau de la profession. Et donc on a décidé d'être un peu pionnier et de lancer ce nouveau programme qui inclut donc les scopes 1, 2 et 3, et qui est très ambitieux, parce que réduire de moins 50% notre empreinte carbone d'ici à 2030, mais si on se donnait un tout petit peu de temps, je peux vous dire qu'on n'a pas encore toutes les clés, on n'a pas encore toutes les solutions, mais on est en train de les chercher. Et le dernier point, ce qui est très important aussi, donc on a 4 grands piliers pour ce projet, et le dernier qui est peut-être finalement le plus important, c'est d'englober 100% de nos collaborateurs, c'est-à-dire que ça soit une vraie stratégie d'entreprise qui est embedded, qui est ancré dans les comportements de tous les jours et pas uniquement, encore une fois, un ordre venu d'en haut, tout enthousiasmant qu'il puisse être. Vous pouvez nous parler des autres piliers aussi? Oui, alors il y a 4 piliers. Donc le premier, chacun correspond à un enjeu du développement durable au sens large. On a commencé à saucissonner notre empreinte carbone. Donc on a regardé d'où venait notre empreinte carbone et on s'est dit, voilà, on a la construction des nouveaux actifs, c'est 10%, on a l'exploitation des centres, c'est 35%, et les visiteurs de nos centres, c'est 50%. Et oui, plus on a de visiteurs dans nos centres, évidemment, plus il y a de carbone dépensé, en tout cas dans la plupart des pays dans lesquels on opère. Et donc on a décidé de travailler chacun de ces enjeux. Donc le premier pilier concerne l'exploitation des sites, et s'appelle Better Buildings, Less Carbon Emissions, et donc c'est à la fois la construction et l'exploitation des sites. Le deuxième concerne les transports. Et les transports, c'est tout simplement Better Connectivity, donc Less Polluting Transport, Better Connectivity. Je suis désolé pour l'anglais, mais la langue officielle du groupe, c'est l'anglais. Ouais. Le troisième concerne un élément qui n'est pas lié à l'empreinte carbone, mais qui est lié évidemment au développement durable et à l'action que le groupe peut avoir dans les territoires dans lesquels il opère, ce qui est très important, et ça concerne notamment l'emploi. On est des formidables plateformes d'emploi, des formidables marketplaces de l'emploi, parce que nous-mêmes, on emploie relativement peu de personnes, mais on offre des mètres carrés dans lesquels les enseignes peuvent, elles, employer énormément d'emplois non qualifiés et non délocalisables. Là aussi, il y a un élément que les hommes politiques aiment bien. Donc le troisième pilier, c'est à propos de l'emploi. Donc c'est Less Unemployment, Better Communities. Et le dernier concerne les collaborateurs et l'ensemble de la façon dont on travaille. Et donc c'est Less Top-Down, Better Collective Power, qui est un des piliers du groupe. Voilà. Et comment vous faites justement pour être sûr que vos collaborateurs partagent vos ambitions? Alors d'abord, on essaie de les inspirer, parce que ce n'est pas uniquement de donner des instructions, mais l'inspiration. Et je dois dire qu'il y a une vraie prise de conscience. On est un groupe très jeune, finalement. Le groupe, dans sa formation actuelle, date de 2007. L'âge moyen du groupe, c'est 30-31 ans. Donc on est un groupe où on embauche beaucoup de jeunes. Eh bien, les jeunes ont une conscience et une vision de ce qu'est le monde aujourd'hui, de ce qu'il devra être demain, qui est assez différente de celle qu'on avait il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc nos collaborateurs nous-mêmes
nous encouragent et veulent du sens, veulent du respect, veulent des projets qui vont dans ce sens-là. Donc ce n'est pas très difficile de les inspirer. Le plus difficile, c'est d'inspirer les gens comme moi, de mon âge. Parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, eh bien tout ça, on n'en parlait pas. Hein. Et donc cette prise de conscience que moi j'ai eue en ayant la chance d'aller à la COP21, ben, il faut que j'inspire les autres là-dessus. Donc ce projet est, je crois, très bien passé. Et pour être sûr que ça passe bien, eh bien, on aura fait quelque chose d'assez simple finalement, c'est que cette année, l'ensemble des membres du directoire d'Unibail et des comités de direction des différents pays ont des objectifs directement liés au CSR. Et l'année prochaine, ce sera 100%, donc à partir de janvier 2008, 100% de nos collaborateurs auront des objectifs, dans leurs objectifs annuels, des objectifs liés au développement durable. C'est une façon très simple de rappeler à tout le monde, au moins plusieurs fois par an, que le CSR, c'est l'affaire de tous. J'ai vu parmi les objectifs, c'est que tout le monde doit avoir des voitures hybrides ou électriques d'ici quelques années. C'est votre cas déjà? Oui, c'est le cas déjà. Alors, parce que voilà, alors la meilleure solution serait de ne pas avoir de voiture de fonction, on n'y est pas encore, mais parce que ça serait peut-être remplacé par des Uber qui polluent. Donc effectivement, j'ai demandé, j'ai décidé, c'est un peu symbolique, mais là aussi, c'est quelque chose d'important que 100% des voitures du groupe soient soit électriques, soit hybrides, et de préférence hybrides rechargeables. Et donc 100% des voitures qu'on a commandées depuis le mois de septembre 2016 sont maintenant hybrides ou électriques, c'est à peu près 30% du parc. Donc ça va vite puisque les contrats sont 3 ou 4 ans. Et voilà. Donc c'est un peu symbolique. De la même façon qu'on compense maintenant nos voyages business. Donc on a un programme avec une ONG pour la compensation du carbone dépensé dans nos voyages en avion parce qu'on fait quelques vidéoconférences, mais on fait aussi quelques voyages. J'étais hier soir à Prague pour l'inauguration de l'extension d'un magnifique centre. Voilà. Donc voilà, j'ai dû voyager. Revenant à vos objectifs quand même et vos investisseurs, comment allez-vous les tenir informer toute la communauté financière du progrès de ce projet? Alors avant de les informer, il faut là aussi les intéresser et les inspirer. Et je veux dire que quand on a... avant qu'on lance ce programme-là, on parlait relativement peu de développement durable dans les roadshows. La contrepartie d'avoir un flottant de 100%, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans les roadshows et dans les réunions avec des investisseurs, des actionnaires et des analystes. Donc au début, pas grand intérêt. Et de plus en plus, je dois dire, ils sont intéressés. Alors au début, l'intérêt, c'était surtout, est-ce que ça va coûter plus cher? Et donc l'un des engagements, compte tenu de l'attente de performance de la part d'Unibail-Rodamco pour les actionnaires, c'est que cette stratégie de développement durable se fasse à ISO performance financière. Ce qui rend les choses peut-être un peu plus difficiles, mais évidemment beaucoup plus intéressantes. Il ne s'agit pas de « où je respecte la planète » ou « je suis performant financièrement », il s'agit de « et ». Et je crois qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut être encore plus performant en respectant la planète. Donc on va essayer bien entendu de le prouver. Donc comment est-ce qu'on les tient informés? Eh bien en s'engageant, en présentant d'abord à la communauté financière notre programme, ce que nous avons fait dans la publication de nos chiffres 2016, et en les tenant informés régulièrement à chaque publication semestrielle des progrès qu'on fait. Et c'est un engagement qui est évidemment repris de façon totalement extensive dans nos rapports annuels, dans le document de référence, avec force détail, je dois dire, mais ça fait partie de l'engagement. Beaucoup de gens sont toujours suspectés de faire du greenwashing, donc les indicateurs sont là, les preuves sont là, les progrès sont là. Le temps est là aussi, puisque certains veulent que des résultats immédiats, et il y en a déjà certains résultats immédiatement, mais évidemment certains autres prendront du temps. La construction, c'est compliqué. Et le collective power dont je parlais à la fin, ce n'est pas seulement nos collaborateurs, ce n'est pas seulement que ce soit l'ensemble de la société, mais c'est également nos partenaires. Et donc on a signé des partenariats avec des énergéticiens, par exemple, avec Engie, pour ne pas les nommer, pour trouver des façons d'améliorer nos consommations, de trouver des énergies alternatives, de passer à l'énergie verte. Et donc 100% de notre énergie verte en France, électricité, sera verte à partir du 1er janvier. Donc c'est pas du nucléaire, c'est de l'énergie verte, zéro consommation, ni à l'origine ni à la fin. C'est le cas dans maintenant 7 régions sur 8 d'activité. Donc il y en a une dernière à passer, qui est un peu la plus compliquée, qui est un peu à l'est de l'Europe, si vous voyez ce que je veux dire, mais tout le reste, ça passait en électricité verte. Voilà, donc ça, c'est des preuves, c'est des actes, c'est des choses qui se font par la négociation, mais beaucoup par l'incitation. Et puis on a également tout un programme de collaboration avec nos enseignes, puisque comme je l'ai dit, 50% de la consommation, 35% de la consommation, c'est les centres et les enseignes, et 50% de la consommation d'électricité de nos centres sont les enseignes, et donc on les passe là aussi peu à peu à l'électricité verte. On les incite à passer à l'éclairage LED, qui consomme 6 fois moins que l'éclairage classique, etc., etc. Ça se fait aujourd'hui par l'incitation, et à partir de 2020,
Ça sera une obligation. Pour signer un bail chez Unilever Aeronamco, il faudra s'engager à utiliser de l'énergie verte et des LED. Voilà. C'est aussi simple, donc incitation et puis ensuite obligation. Pour revenir sur la communication, est-ce que ça demande par exemple beaucoup plus de temps sur la préparation des assemblées générales, par exemple, ou est-ce que les investisseurs ils demandent de rencontrer les personnes concernées, comme la tête de la gouvernance, par exemple? Oui, donc on fait maintenant des roadshows qui sont spécialisés CSR et qui sont là aussi très intéressants parce qu'on apprend évidemment aux investisseurs ce qu'on fait, mais on apprend d'eux beaucoup mieux leurs attentes. Et leurs attentes sont grandissantes. Donc on va là aussi adapter notre programme, adapter notre ambition, adapter nos objectifs à ce que les investisseurs voudront de nous. Encore une fois, c'est la responsabilité d'un leader que d'être à l'écoute de ses investisseurs et d'anticiper, mais tout au moins de suivre leurs recommandations et leurs exigences. Encore une fois, selon les régions d'investissement, on est plus ou moins avancé. Les Français s'y mettent tous, les Hollandais y étaient déjà, les Américains, il y a encore un petit peu de climato-scepticisme, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va venir quand même. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, Better Places est synonyme de Better Returns, sûr et certain? Ça doit l'être, sûr et certain non, mais c'est tout le pari, tout l'enjeu et tout l'engagement que nous avons pris, encore une fois, parce que nos investisseurs ne pourraient pas accepter que certains éléments s'améliorent au détriment d'autres. Donc c'est le « et » qu'ils souhaitent et c'est le « et » sur lequel nous travaillons. C'est la moindre des choses, je pense, et voilà, et on va trouver, et ça oblige à être un tout petit peu plus inventif, innovant, à s'appuyer encore une fois sur des compétences qui ne sont pas forcément toujours chez nous, mais qui sont nombreuses ailleurs. On a tout un programme, par exemple, de collaboration avec des startups. On a lancé un lab, comme beaucoup de gens, mais qui était très important pour nous pour travailler avec des entreprises innovantes. Et au sein de ce lab, un programme qui s'appelle You Are Link, Unilever Aeronamco Link, qui est un programme d'incubation de start-up. Et la 3e saison est en train de se clore. J'étais tout à l'heure en réunion avec ces 5 start-up que nous avons incubées pendant 4-5 mois. Et l'ensemble de ces start-up avaient une vocation, ou en tout cas un label CSR. Donc il y a une start-up qui est spécialisée dans le recyclage, par exemple, et qui est à la fois le recyclage de l'alimentaire, mais le recyclage aussi, pourquoi pas, des matériaux. Quand on change un centre, quand on l'étend, il y a forcément un peu de destruction de matériaux et donc des enjeux de recyclage, etc. Voilà, donc tout un programme pour essayer d'atteindre nos objectifs avec, encore une fois, beaucoup de modestie, beaucoup d'engagement, mais beaucoup de modestie, parce que, je le dis sans me cacher, on n'a pas encore toutes les réponses aux questions, mais on a encore 13 ans pour les avoir. Donc c'est très Mais justement, c'était ma prochaine question. Donc, ça fait 1 an depuis que vous avez lancé Better Places. Est-ce que vous pouvez déjà faire un tout petit bilan, fait des choses que vous auriez peut-être fait différemment? Je pense que le secteur le plus difficile, encore une fois, c'est pas tant la consommation des centres, parce que ça, avec le passage au LED, l'électricité verte, etc., on va y arriver. Et on va baisser nos consommations et continuer à avoir des gestes éco-responsables et impliquer l'ensemble des facteurs. Non, les 2 secteurs les plus difficiles, c'est sans aucune contestation possible la construction, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des sujets de construction de ciment bas carbone ou de béton bas carbone ou de béton dans lequel vous réinjectez le CO2 pour le piéger, mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qui va se passer au moment de la déconstruction dans 50 ans ou 100 ans. Donc les sujets sont assez compliqués. Donc on doit mieux travailler aujourd'hui avec les cimentiers pour trouver ces solutions. Il y a un point qui est particulièrement difficile, c'est très facile de ne plus consommer en construisant, c'est de ne plus construire. Mais nos investisseurs s'attendent à ce qu'on construise, parce qu'on a beaucoup de création de valeur à travers notre programme de développement. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'engagement vis-à-vis d'eux, puis un engagement vis-à-vis de nos clients finaux, les consommateurs, les visiteurs de nos centres, parce qu'on pourrait dire, on met de la terre battue plutôt que de mettre du marbre au sol. Nous, on préfère aussi bien accueillir nos clients. Donc le deuxième engagement, c'est ISO performance financière, mais c'est ISO qualité client. Donc ça ne veut pas dire faire exactement la même chose, mais ça veut dire surtout ne pas moins bien accueillir nos clients pour sauver la planète. On doit aussi là faire du « et ». Donc ce point de vue-là est difficile. Le deuxième secteur difficile, c'est le transport, parce que ça ne dépend pas complètement de nous, ça dépend aussi des progrès, évidemment, en matière de transport individuel. Si demain matin, 100% de l'énergie est renouvelable, de l'électricité est renouvelable, et 100% des voitures sont électriques et de préférence autonomes, le problème sera résolu et on consommera moins de carbone parce qu'on aura du coup moins de parking. On aura des aires de drop-off, des aires de valet parking, etc., mais on aura moins de parking. Bon. Mais ce n'est pas encore demain la veille, je peux vous dire, donc il y a encore un peu de travail là-dessus. Et je ne souhaite pas pouvoir dire que certains centres ne sont plus bons parce que tout simplement ils ne sont pas encore connectés à des transports en commun. Parce qu'il faut raisonner globalement.
Si les gens ne vont pas dans ce centre, ils iront ailleurs et ça sera moins central, donc ils voyageront plus. Donc il faut là aussi non pas faire des arrangements avec la réalité, mais essayer d'être le plus intelligent possible pour trouver des solutions long terme et pas simplement des shortcuts très faciles qui seraient, je pense, des mauvaises pistes. Voilà. Donc oui, on a déjà fait des progrès, on a déjà signé pour à peu près 10% de notre GLA, 10% de notre surface locative, des accords avec les enseignes sur le passage au LED, le passage à l'électricité verte, donc 10% en un an. C'est pas énorme, mais je vous assure que c'est déjà beaucoup parce qu'il faut mettre la machine en branle, la machine in motion pour y arriver. On a déjà là aussi des pilotes de parties de construction bas carbone. On a dans l'effort de solidarité du groupe et sur le pilier 3 qui est les meilleures communautés, on a organisé déjà dans une quinzaine de nos centres commerciaux ce qu'on appelle des journées You Are for Jobs, c'est-à-dire des grandes plateformes dans lesquelles les enseignes, les prestataires de services, sécurité, maintenance, entretien, viennent présenter les emplois disponibles, viennent former les jeunes pour passer des entretiens, etc. Et l'objectif de tout ça, c'est d'ici 2020, 100% de nos centres qui sont impliqués là-dedans et 1000 emplois créés chaque année grâce à nous. Ça peut paraître pas beaucoup, mais 1000 emplois non qualifiés dans les zones de chalandise dans lesquelles on est, c'est très significatif. Et les mairies, les pôles emploi locaux, etc., jouent évidemment le jeu, c'est très très important. Pas seul, jamais seul. Christophe Cuvillier, merci énormément. Merci. Merci beaucoup. Merci.